Une autre grande préoccupation des parents, c'est que leurs enfants sachent bien lire et bien écrire. Et à la veille de cette rentrée, ce sujet revient forcément sur le devant de la scène. Alors aujourd'hui, nous recevons Frédéric Pratt. Bonjour Frédéric. Bonjour Florence. Alors vous menez ce combat depuis de nombreuses années, celui de la lecture et de l'écriture, aux côtés des enseignants et des familles. Vous avez publié il y a quelques années avec Gilbert Castellanet un guide des manuels syllabiques pour enseigner la lecture au CP, cours préparatoire, qui est aujourd'hui largement relayé par SOS Éducation. Alors Frédéric, pouvez-vous nous dire pourquoi vous avez écrit ce guide qui est paru en 2018, je crois? Oui, tout à fait. Alors, l'écriture de ce guide est liée au débat qu'il y a pu y avoir sur les méthodes de lecture pendant ces 30 dernières années, hein, facilement. Oui. Vous savez que cette année, le ministre, par une circulaire qui n'a pas été rendue publique, a demandé aux inspecteurs de mettre en place des méthodes syllabiques dans toutes les classes de France. Mhm. C'est un débat qui dure depuis longtemps, puisque Gilles Robien avait demandé cela aussi il y a plus de 20 En ans. 2008, oui. Et donc, on continue à l'espérer. Notre affaire, à nous, a été évidemment de mettre en avant un certain nombre de méthodes qui nous paraissent beaucoup plus conformes au fonctionnement du cerveau de l'enfant et qui permettent de réussir par rapport à tout ce qui a pu exister pendant ces 30 dernières années, qui était plus du domaine de l'expérimentation, Oui. hein, de tentative de faire des choses différemment que le fruit d'un travail de recherche sérieux. Donc, on a aujourd'hui des instructions de l'éducation nationale qui sont très claires sur Qui la vont dans le manière bon d'enseigner sens, la oui. lecture et Ouais. l'écriture. Oui. Il y a des études même récentes qui ont montré combien ces méthodes syllabiques étaient favorables aux enfants des quartiers populaires Mhm. par rapport aux autres enfants. Donc, véritablement, il y a une détermination à ce que Oui. l'on vienne sur ces méthodes-là. Alors nous, on l'avait anticipé, hein, Oui. et donc on avait fait un guide en 2018 pour aider justement les enseignants à trouver des méthodes qui correspondaient à ces attentes, notamment aujourd'hui du ministère, mais avant de nombreux parents qui se rendaient compte qu'il y avait une difficulté dans certains manuels. D'accord. Et donc Alors, vous avez oui. recensé une dizaine d'ouvrages dans ce Alors, manuel? le principe du guide, évidemment, c'était de recenser à l'époque les manuels qui nous paraissaient les plus conformes à l'enseignement de la lecture et de l'écriture, et avec l'idée de donner une technique d'analyse de ces manuels. C'est-à-dire qu'il y a toute une série de points qui sont abordés Mhm. pour montrer comment on peut analyser un manuel et finalement faire un choix éclairé de manuel scolaire pour sa classe. Parce que évidemment, chaque manuel est différent, chaque enseignant qui a pu construire un manuel ou orthophoniste a ses choix à lui, Oui. et alors qui peuvent plaire ou ne pas plaire, et donc ça vaut la peine de regarder tranquillement comment est conçu un manuel pour voir si ça va nous plaire, si on va bien l'utiliser, et voilà, si ça va donner de bons résultats. Donc pour ça, on a donné quelques critères voilà, qui sont détaillés dans le guide et qui permettent effectivement d'analyser le manuel et de faire son choix. C'était ça la première idée. D'accord. Donc ça s'adresse particulièrement aux professeurs de CP ou aux directeurs qui veulent aider leurs professeurs à choisir leur méthode. Voilà, c'est ça. Essentiellement, c'est pour les enseignants. Je précise juste un point, c'est qu'on parle de méthode syllabique, parce que c'est comme ça dans le langage courant. Mais en fait, nous, on a fait attention à ne pas les appeler comme ça, on dit plutôt des méthodes alphabétiques. Oui. Parce que si on regarde de près ce que peut être une méthode syllabique, ben, ça ne correspond pas forcément voilà, aux besoins des enfants. Donc la méthode alphabétique, c'est une méthode vraiment qui va faire en sorte qu'à aucun moment l'enfant n'ait à lire euh, un mot s'il ne connaît pas le son correspondant à chaque lettre ou syllabe. Oui, ils auront étudié toutes les combinaisons possibles avant de Donc, pouvoir. Ouais. et après, il y a d'autres principes, hein, c'est qu'il faut que, par exemple, elle soit explicite. C'est qu'on explique à chaque fois ce qu'on va faire, qu'elle soit structurée, c'est-à-dire qu'on ne donne pas de mots, comme j'ai dit, qu'on puisse lire parce qu'on n'a pas étudié les sons correspondants, qu'elle Ouais. soit progressive, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas d'exception. Je vais donner juste un exemple. Dans certains manuels, les lettres muettes apparaissent dès la première leçon.
Bon, ce qui est une exception parce que c'est des lettres qu'il ne faut pas prononcer. Oui. Alors, certains manuels vont les marquer d'une certaine couleur ou en grisâtre pour bien montrer qu'il ne faut pas les prononcer. D'autres vont faire le choix de ne pas en utiliser. Par exemple, la fameuse méthode Bochet Oui. n'utilise pas de lettres maîtres avant la page 53. Donc, c'est bien avancé dans le manuel. D'accord. Voilà, donc là, les exceptions, effectivement, on recommande de les mettre plutôt à la fin. Il faut que ça soit aussi très répétitif, qu'il y ait beaucoup d'entraînement syllabique. Je crois que Madame de Sutter vient d'en parler, hein, Oui. l'importance de la répétition. Voilà, c'est important qu'il y ait un entraînement régulier et systématique. Donc ça, vous allez le trouver dans certains manuels. Vous allez trouver des manuels où il y a peu d'entraînement, il faudra en rajouter. Vous avez des manuels où il y a beaucoup d'entraînement, mais qui sont peut-être un peu austères. Voilà, donc c'est le choix qui est possible. Et c'est pour ça qu'on a essayé de faire ce guide pour montrer tous les aspects sur lesquels on peut faire attention quand on va décider de choisir un manuel. Hmm. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que vous avez mis un témoignage d'instituteur à chaque fois, d'un instituteur qui a choisi telle ou telle méthode et qui explique les raisons pour lesquelles il l'a choisi et comment il l'utilise peut-être. C'est ça, voilà, on a effectivement essayé de trouver des témoignages à chaque fois. C'est pas des manuels garantis 100% réussite, mais malgré tout, si on les utilise bien, c'est très rassurant. Hein. Moi, je viens de m'intéresser au concours de recrutement des enseignants de l'école publique, notamment. Oui. Euh, et je vois beaucoup de stress parmi les candidats qui ont été reçus en se demandant comment on va faire, est-ce qu'on saura faire, alors il se trouve que il y a un environnement didactique actuellement qui est imposé non pas par le ministère mais plus par des didacticiens qui sont au sein de l'éducation nationale Oui, qui tiennent la qui maison. impose en fait presque aux enseignants de réinventer la poudre à chaque fois. Donc ils doivent reconstituer leurs séquences, leurs séances. On n'a pas la culture du manuel. Alors, ils Alors, sont même perdus avec les parce que consignes du ministre malgré et les oui, consignes, ils sont donnés en haut lieu. Hein, donc, oui, il y a un pas problème de encore descendu. transmission. Ça descend pas jusqu'en bas. Ouais. Et donc, il y a beaucoup d'enseignants qui sont inquiets en se disant, mais comment je vais faire? Alors, c'est pour ça qu'il y a des bons manuels qui existent. Et c'est pour ça qu'on a essayé de les identifier. Parce que si on prend un bon manuel, ben, on sait comment faire. On n'a qu'à suivre le manuel. Et quand on débute, c'est très rassurant. À la fois pour les enseignants, Mhm. que ça ne demande pas un travail considérable. Et à la fois pour les enfants, parce que généralement, ça marche bien et ils progressent. D'accord. Donc, l'idée, c'est de réduire le stress aussi. Oui, bien sûr. Et alors, donc, depuis 2018, il y a eu pas mal de nouveaux manuels qui ont été édités et certainement des bons. Donc, si on se Ouais. retrouve avec un manuel qu'on estime, enfin, on se dit, tiens, celui-ci me paraît bien adapté pour moi, comment peut procéder le professeur? Il reprend vos rubriques et... Bah, je conseillerais effectivement de regarder comment on a analysé deux ou trois manuels, oui, après de prendre le manuel qui l'intéresse et puis de regarder voilà, si ça, les différentes rubriques, de l'analyser lui-même et de voir si ça correspond bien à un manuel alphabétique. Je donne un exemple très simple, hein, parce que tous les manuels sont aujourd'hui 10 syllabiques. Hein, donc on peut se dire même ceux tout qui se utilisent encore vaut. la méthode globale. Ouais, Oui, d'accord. tout C'est se pas très vaut. pratique. Alors, tout ne se vaut pas, et donc il faut bien prendre le temps de l'analyser. Et pour ça, par exemple, il y a un élément clé, hein, c'est Mhm. ce qu'on appelle les mots-outils ou les mots à apprendre par cœur. Là, il y a eu un grand débat là-dessus pendant ces 10 dernières années. Aujourd'hui, c'est tranché. Il est possible de faire des manuels sans mots-outils et sans mots à apprendre par cœur, c'est-à-dire des mots dont on n'a pas étudié les sons au préalable. Mhm. Donc, par exemple, je sais pas, le mot dent, D-A-N-S, Oui. on va apprendre à la deuxième leçon, mais on n'a pas étudié le son en, A-N. Mhm. Donc, il faut l'apprendre vraiment par cœur, et à chaque fois qu'on le verra, on pourra le prononcer comme étant dent. Mais il n'y a pas de lien avec les leçons qui ont été faites. Donc Oui. ça, les Mhm. multis, aujourd'hui, les chercheurs disent, si on peut les éviter totalement, c'est parfait. D'ailleurs, c'est possible. Et s'il y en a 5 ou 6, bon, ça va. On va Oui. réussir à quand même apprendre à lire. Mais il ne faut pas gagner plus de 10. Au-delà de 10, Oui. ça Ça devient de la devient très reconnaissance de problématique. mots comme une image, quoi. Mhm. Voilà, on va commencer à deviner des mots, on va commencer à avoir deux stratégies. Certains mots, on les lit parce qu'on connaît les sons, d'autres, on les lit par cœur. En fait, ça gêne plein de choses. La compréhension, ça gêne la lecture, la fluidité, enfin, ça gêne plein de choses.
Donc, vraiment, les instructions sont claires. Donc, si vous voyez déjà un manuel où il y a plus de 10 mots outils, vous pouvez C'est déjà le mauvais mettre à signe. l'écran. D'accord. Vous ne posez pas la question. Et puis après, s'il y en a moins, s'il y en a 4 ou 5, vous pouvez commencer à analyser, à regarder dedans. Ouais. Et puis s'il n'y en a pas, ben, c'est sans doute qu'il a été bien fait. Voilà. Oui, ce qui est intéressant aussi dans ce que vous présentez, c'est que finalement, avec une méthode alphabétique, l'apprentissage se fait très vite pour les enfants. En janvier, la plupart des enfants peuvent déchiffrer déjà des textes Exactement. intéressants. Mm. Normalement, on a effectivement à partir de décembre, janvier. Alors, selon les enfants, ça peut aller un peu moins vite, hein. Pour ça, on recommande aussi aux enseignants de prendre le manuel, mais de ne pas forcément avancer au même rythme pour chaque enfant. Oui, Certains vont peut-être réussir à lire 20 pages ou avancer sur 20 leçons, d'autres n'en sont qu'à 10, parce qu'il y a aussi un acquis de la maternelle qui n'est pas le même pour chaque enfant. oui, je me souviens Mais pour moi, ma fille en CP, sa maîtresse avait 3 rythmes différents. Elle voilà, permettait à chaque enfant d'aller à son rythme pour la lecture. moi, je connais une maîtresse qui a un rythme pour chaque enfant. Ouais, c'est encore mieux. Mais chacun a une page à lire chaque jour et c'est pas forcément la même page. Voilà. Mm. Et on contrôle le travail de chacun. Bon, souvent, un gros groupe avance ensemble et puis quelques-uns avancent à leur rythme derrière. Après, évidemment, en janvier, normalement, ils savent lire, donc on peut passer aussi à des textes plus riches. On va pouvoir prendre des manuels, enfin, des lectures suivies à côté, qui sortent un petit peu du manuel, où les textes sont parfois un peu pauvres dans la progression. Donc ça, c'est intéressant. Donc, ça veut dire que si les parents se rendent compte que leur enfant ne sait pas lire en décembre, janvier, bon, faut pas s'alarmer, comme si c'était la fin du monde, mais il faut quand même s'inquiéter Ah, attendez, et se ça a dire, tiens, coupé, Frédéric. Euh, Est-ce que vous pouvez reprendre votre phrase? Ça a coupé là. Ne pas s'inquiéter. Oula. Allez-y. On va peut-être vous prendre. poser, Allez-y. faut peut-être Ah s'inquiéter oui, allez-y, c'est bien. euh, et voir ce qu'on peut mettre en place. Alors, il y a beaucoup de parents qui, je sais pas, juste avant les vacances de Noël, se rendent compte qu'il y a une difficulté réelle et qui vont profiter des vacances de Noël pour reprendre la lecture avec l'enfant. Oui. Et là, soit le manuel est bien fait et on peut reprendre le manuel de l'école, soit il n'est pas bien fait. Il y a beaucoup de lectures de lunettes. Et Mhm. dans ce cas-là, on va prendre la méthode Bochet. Moi, je recommande toujours cette méthode. Ah, C'était la la, bonne vieille la méthode, plus simple finalement. à utiliser. Ouais. Elle a un siècle d'expérience, Ouais. plus. Et elle est vraiment très simple à utiliser. Et je connais des parents qui ont effectivement permis à leur enfant en fait, de ce qu'on appelle le fameux déclic, hein, c'est Ouais. de passer d'un stade où il ne comprenait rien à un stade où il maîtrisait l'essentiel. D'accord. Et Pendant les alors, vacances de Noël. et donc là, pour les parents qui voient leur enfant entrer en CP, quels conseils leur donnez-vous maintenant? Parce qu'ils ne vont pas prendre la méthode Bochet en parallèle de la méthode de leur maîtresse dès le début d'année non plus. Non. Oui. Ouais. Alors, soit ils ont anticipé, moi je recommande aux parents d'anticiper. C'est-à-dire que dès que l'enfant a envie de lire des livres, on peut déjà les accompagner, faire pas mal de choses pour leur faire découvrir quelques lettres, quelques syllabes. Enfin, il y a une époque où les enseignants disaient il ne faut surtout pas faire travailler les enfants avant, parce qu'on avait justement des méthodes globales, semi-globales, intégratives, donc ça pouvait perturber l'entrée dans la méthode spécifique. Mhm. Et aujourd'hui, normalement, on a des méthodes alphabétiques, donc tout ce que les parents font en amont sera très bénéfique. En plus, si vous arrivez à apprendre à lire à votre enfant avant qu'il arrive en CP ou en grande section même, ce qui est possible, personne ne vous en voudra et les enseignants seront même ravis parce qu'ils auront quelques enfants qui savent lire sur lesquels ils peuvent s'appuyer Oui, c'est les pour enfants aider les autres. moteurs. Oui. Donc normalement, il n'y a vraiment pas de problématique par rapport à ça. Et le mieux, c'est que finalement, l'enfant apprenne quand il a envie et parfois il le manifeste à 5 ans, 5 ans et demi. Enfin, Oui, on voit les petits dans le métro là essayer de déchiffrer. D'accord. Et alors, où nos auditeurs, Frédéric? donc, il ne faut pas hésiter à les aider à rentrer dans la lecture. D'accord. Et alors, où est-ce que nos auditeurs peuvent Oui, se procurer oui, je ce... vous entends. Vous m'entendez, d'accord. Où est-ce que nos auditeurs peuvent se procurer ce guide? Alors, ce guide, ils peuvent le trouver sur le site de SOS Éducation. La version papier n'existe plus, Oui. mais il y a toujours une version électronique et SOS Éducation peut vous le fournir gratuitement. Donc,
D'accord. Oui, c'est Il ne une faut bonne pas chose. hésiter à en Oui. profiter. Il y a Ouais. aussi une préface et une postface qui donnent quelques éléments intéressants sur l'enseignement de la lecture. Ça peut nourrir les parents dans leur réflexion. Aussi, sur le site de Lire Écrire, on a créé un petit guide qui s'appelle Savoir bien lire et bien écrire, un passeport pour la vie, qui est gratuit aussi. Oui. Allez sur le site lire-écrire.org et on peut le télécharger et ça donne plein de conseils pour les parents. Il avait été créé avec le soutien de la Fondation pour l'école. Ouais. Ouais, il est très bien fait et je le conseille vivement aux parents. Et donc, pour aller plus loin, les professeurs qui souhaitent se former et entrer sereinement dans une classe de CP, qu'est-ce que vous conseillez? Vous avez plusieurs sites, je crois. Vous participez Alors, aussi à la formation de l'ILFM. Je vous laisse oui, bah, nous dire. juste, moi je pense il y a deux, trois sources, hein. Une source, c'est le ministère de l'Éducation nationale, parce qu'aujourd'hui, il y a des documents qui sont bien faits. Oui, Il ne faut pas hésiter à lire comment enseigner la lecture, l'écriture. Enfin, il y a toute une série de guides qui sont vraiment bien faits. Ensuite, vous pouvez aller effectivement vous former. Là, je connais pas beaucoup de lieux où, où on fait cette formation à part l'ILFM. Donc, j'ai vu qu'il y en avait une du 20 au 22 octobre 2025. Je me suis renseigné. ah ouais, alors Donc, il y a la formation, pardon, la formation longue qui commence aujourd'hui, alors, celle la formation longue, oui. ouais, qui va avoir lieu tout au long de l'année là. Mais effectivement, il y a des modules courts pour bien entrer dans la lecture en octobre, effectivement. Voilà, c'est ça. Après, voilà, enfin, parfois dans les manuels qui sont publiés, il y a aussi un guide pédagogique qui Hmm. est très intéressant à lire. On se rend compte que beaucoup d'enseignants sont en difficulté parce qu'ils ne prennent pas le temps d'utiliser le guide pédagogique. Oui, il faut Ils plutôt croient prendre le pouvoir temps de le utiliser la faire pour méthode. gagner du temps, quoi. Voilà, c'est ça, ouais, ouais. Ouais. Ouais, et souvent des conseils très, très précis. Oui, et puis sinon, donc les sites, c'est lire-écrire.org, Oui, pratique pédagogique. oui. Et soseducation.org,